qu'en termes d'écologie, on a tous compris qu'on était en train de vivre la fin de notre civilisation. Et franchement, pour des gens qui sont en train de vivre la fin de notre civilisation, on est extrêmement détendus. Très détente, aucun problème. La fonte des glaces, il n'y a plus d'ours polaire. Remets-moi une pinte. Un tiers des êtres humains de la planète vivraient avec moins d'1 $ par jour. En France, les 2 tiers des éleveurs de chèvres vivent avec moins de 350 € par mois. Oui, mais pas nous. Suavemente. Allez, champagne, putain. Je vous redis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est rendre la Terre moins habitable. Ce qui fait qu'un fou comme Musk ou comme Bezos vous dit on va aller sur Mars. Comme ils pètent tout ici, ils vous disent on va aller sur Mars. Alors je vous dis tout de suite, vous arrêtez le délire. Je vais vous expliquer. Aller sur Mars, alors vous pouvez le faire qu'à un moment dans l'année, où là la distance est là, en fonction de la position des deux planètes, la distance est plus courte, c'est au minimum un voyage de 7 mois. Évidemment, vous n'imaginez pas que vous allez faire ça dans une station spatiale. C'est déjà dans une petite capsule. Donc, demandez à Thomas Pesquet, quand il a passé 6 mois dans une station spatiale, il a fait l'exercice, etc., mais en apesanteur. Il a perdu, je crois, jusqu'à la moitié de sa masse musculaire. Et l'atteinte à la masse osseuse commence. Donc, si vous passez 7 mois dans une petite capsule comme ça, vous arrivez sur Mars, c'est sympa, mais vous n'arrivez pas à sortir de votre capsule. Parce que vous êtes transformé en méduse. Et demandez à une méduse de revêtir une combinaison de 30 kg pour la protéger, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'atmosphère au sens terrestre. Donc, vous prenez le rayonnement cosmique en pleine tronche. Déjà, il n'y a pas d'air pour respirer, mais si en plus vous n'avez pas la protection contre ce rayonnement, vous allez mourir assez rapidement. Évidemment, vous n'allez pas trouver un bistrot en arrivant. Hein. Bon. Ensuite, c'est sympa, alors je vais être très généreux. Je vais aller dans les fantasmes de ce pauvre Musk. Et je vais dire, ok, on va terraformer Mars. Regardez le malade. Terraformer ce qui c'est rendre ressemblant à la Terre Mars. Il y a un hic. Premièrement, ça risque de durer à peu près 1 milliard d'années. Il va falloir être nombreux à y aller. Hein. Puis ensuite, les amis, une fois que vous avez fini, vous devez recommencer. Parce que la masse de Mars, elle est trop petite pour qu'une atmosphère ressemblant à celle de la Terre puisse y être maintenue. Parce que ce qui maintient l'atmosphère, c'est la gravité, c'est la masse de la Terre qui fait que notre atmosphère ne se sauve pas dans l'immensité du cosmos. Sur Mars, tout ce qu'on aura fait, ça repart dans le cosmos. Donc non, nous n'avons qu'une planète. Et ces gens-là, on devrait les pendre. Haut et court. Tout simplement parce qu'ils induisent une population de 8 milliards, déjà qui regarde plein de conneries à la télé, qui a Betty en permanence, qui ne fait pas toujours grand-chose pour essayer de s'en défaire. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, vous avez 16% de personnes qui pensent que la Terre est plate. Alors vous allez me dire, oui, c'est ces pauvres Américains, d'accord, mais en France, c'est 9. Je ne veux vexer personne. C'est 8,5. Alors, peut-être y a-t-il des platistes ici, mais bon, vous avez vu déjà le délire pendant la Covid. On a un système de l'information hyper fragmenté qui laisse les gens en déshérence. Et c'est pas facile de résister. C'est très difficile. Donc, voilà, en tout cas, c'est une idée stupide, c'est une idée dangereuse. Très détendu, on est très détendu, Stéphane. Hein, le bateau fait naufrage et nous, on se fait un petit cocktail sans sulfite sur le ponton avec une paille en macaroni pas cuite, pépouze. Ça me rappelle Titanic. Ça me rappelle Titanic, cette sublime scène où l'orchestre continue à jouer du violon pendant que le bateau coule. Sauf que nous, c'est pas la 5e symphonie de Beethoven, nous c'est plutôt un bord d'organisme. C'est une autre ambiance, c'est un autre délire. Donc Jeff Bezos, en fait, il y a une vidéo assez incroyable. Vous savez, c'est le gars qui nous dit qu'on va les mettre toutes les industries polluantes
dans l'espace, et comme ça, sur Terre, en fait, on va être bien sympa avec des trucs pas pollués. Alors, il n'a pas dû visiter de raffinerie encore, mais parce que je ne vois pas comment on va envoyer une raffinerie ou un haut fourneau dans l'espace, mais enfin bon, bref. En tout cas, il est très 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 fort. Et donc lui, en fait, il dit exactement ce que disait l'équipe Midos, c'est-à-dire cette croissance, en fait, cette exponentielle. Vous savez, maintenant, on connaît tous l'exponentielle, la puissance de l'exponentielle. C'est quand on double le nombre de malades tous les 5 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, tout va bien. On n'a que multiplier par 2, 4, 8, 16. Et puis après, au bout d'un mois et demi, on est tous confinés. C'est le principe de l'exponentielle. Et donc, Bezos, il dit ça, en fait, il dit, mais en fait, on a un problème parce que aujourd'hui, l'humanité consomme à peu près l'équivalent des panneaux solaires du Nevada. Alors lui, il est américain, je n'ai pas fait l'équivalent, ce que ça fait pour nous, enfin bon, voilà. Et puis il dit, si on continue à faire 2-3% de croissance par an, c'est ce qu'on fait en termes de consommation énergétique, eh bien, dans quelques siècles, il faudrait qu'on couvre l'intégralité de la planète de panneaux solaires. Donc il dit, en fait, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, c'est la stase, la décroissance, le rationnement. Il dit ça comme ça. Puis où est-ce qu'on veut continuer à être dynamique et aller et à faire de la croissance ? Alors évidemment, ça se passe, c'est Jeff Bezos, le truc. Donc tout le monde dit ouais, le dynamisme, la croissance dans la salle. Et en fait, il dit, du coup, en fait, on a une chance, c'est que par rapport à ce que disait Midos et tout, en fait, on va aller dans l'espace. En fait, parce que là, évidemment, la Terre est limitée, mais on a l'espace, on va aller récupérer des astéroïdes, on va aller sur la Lune, on va tout ça. Bon. Et en fait, voilà, du coup, lui, il déduit ça, mais en fait, en réalité, il y a un petit côté ridicule, parce que si vous continuez l'exponentielle, en fait, en réalité, au bout de, non pas quelques siècles, mais au bout d'un millénaire, donc on va dire en 3000 ou 3500, selon que vous prenez 2 ou 3% de croissance par an, il vous faut la puissance de l'étoile solaire en termes de consommation énergétique. D'accord ? Donc c'est quand même très très fort, une exponentielle, ça part très 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 vite. Et en fait, ça double tous les 25 ou tous les 37 ans, si vous êtes à 2% ou 3% de croissance par an. Donc, du coup, après, en plus, 37 ans plus tard, il vous faut une deuxième étoile. Donc, il faut aller très très vite sur Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière, donc c'est jouable, mais il faut quand même... Et 37 ans plus tard, il vous faut 4 étoiles, d'accord ? Et 37 ans plus tard, il vous faut 8 étoiles. Et en fait, du coup, quand vous faites le calcul, eh bien, en fait, il faut conquérir la galaxie à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, sinon, vous n'arrivez pas à maintenir une croissance de 2%. D'accord ? C'est quand même un truc un peu incroyable, mais c'est ça les courbes exponentielles. Bon, bref. Alors oui, les amis, l'heure est grave. Mais d'un autre côté, ça fait des années qu'on nous dit que l'heure est grave. Moi, j'ai 32 ans. Depuis que je suis né, il y avait déjà des trous dans la couche d'ozone, un 7e continent rempli de canettes de coca, des marées noires, des feux de forêt, des canicules, des tomates qui ont un goût de flotte. Et franchement, on s'est habitué. Non, mais c'est vrai, on s'est habitué. On s'est habitué. C'est triste à dire, mais on s'est habitué. C'est comme les Français au tennis. On sait qu'ils sont nuls, mais qu'est-ce que tu veux faire ? On s'est habitué. Au fond, ce que j'ai appelé l'illimitisme, et que l'on voit très bien dans la bouche de gens qui, je pense, sont ouvertement fous, comme Elon Musk, c'est au fond le dernier avatar de ce qu'on n'ose plus appeler le progrès, si vous voulez, ou l'idéologie du progrès, qui a été un petit peu mise en échec, ou en tout cas en question par 2 guerres mondiales, un génocide, 2 bombes atomiques au XXe siècle. Difficile de parler de progrès nécessaire de l'esprit humain avec, au fond, une corrélation entre le développement d'un progrès moral indexé sur le progrès scientifique. Le progrès scientifique, c'est aussi la bombe atomique. Bon. Et Auschwitz. L'illimitisme, c'est au fond la porte de sortie qui nous est offerte par des gens qui ne nous veulent pas du bien, en l'occurrence, des gens qui sont des ultra-riches, qui tirent leur fortune et leur jouissance et leur mode de vie de la dévastation généralisée et de la planète et des individus qui vivent sur cette planète. Un Jeff Bezos avec ses entrepôts Amazon partout et ses fusées qui crachent du kérosène à n'en plus finir. Un Elon Musk avec son ultra-productivisme qui consiste à construire des voitures électriques pseudo-écologiques mais qui font 2 tonnes et qui consomment 400 kilos de cuivre par unité. Enfin bon, bref. Cet illimitisme, c'est au fond l'idée qu'il n'y a pas de limite planétaire, il n'y a pas de limite à l'existence humaine, et que même Sky, comme on disait dans Wall Street avec Michael Douglas, Sky is the limit. Mais là, Sky, c'est même plus la limite, si vous voulez, puisque vous allez aller sur Mars. Vous allez vous mettre dans une fusée, vous allez payer le ticket d'entrée, quelques millions de dollars, évidemment, et vous allez aller sur Mars, ce qui est une idée géniale, puisque, évidemment, la terraformation de Mars est impossible, et la vie est impossible. Enfin bon, ça, c'est un détail qui échappe au camp de la raison, manifestement. Donc, vous pouvez continuer à jouir, à détruire, à dévaster, à faire n'importe quoi,
Et en l'occurrence, on a des milliardaires, des multimilliardaires, bientôt des trillionnaires, j'entends, qui s'amusent avec des gros joujoux phalliques, sous forme de fusées, qui crachent du kérosène. Vous pouvez continuer à faire n'importe quoi, à tout dévaster, à tout détruire. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de limite. D'un point de vue, on va dire, topographique, vous allez dans l'espace, et vous allez littéralement vous envoyer en l'air en allant sur Mars. D'un point de vue, on va dire, physique, vous êtes toujours un peu limité par la peur de la mort, mais ce n'est pas grave, il y a le transhumanisme, etc. Donc ça, c'est l'illimitisme qui est, au fond, je pense, peut-être le fondement anthropologique, philosophique, pour employer un grand mot, ininterrogé et peut-être inconscient du néolibéralisme des pseudo-managers qui nous gouvernent. On va aller chercher des minerais de moins en moins riches, avec une teneur de plus en plus faible, et on va les chercher potentiellement de plus en plus profondément, puisque évidemment nos ancêtres n'étaient pas stupides, on a tapé dans le stock qui était le plus accessible, le plus disponible, le plus évident à récupérer, celui où quand je donne un coup de tractopelle, je récupère la quantité de métal la plus importante, et puis on va descendre comme ça en teneur ou en profondeur. Et au fur et à mesure qu'on va faire ça, on va consommer plus d'énergie fossile, parce qu'évidemment, ces gros camions qui ramassent des trucs au fond de trous de 2 km de profondeur et qui font 300 tonnes de charge utile, ça ne va pas être des camions avec des petites batteries lithium sympa électriques alimentées par des éoliennes, quoi. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc du coup, voilà, il y a besoin d'énergie fossile et effectivement, il y a ce risque en fait que pour aller chercher des ressources de plus en plus difficiles à extraire, on consomme de plus en plus d'énergie. Réciproquement, c'est là que c'est un petit peu malheureux. Eh bien, pour exploiter les énergies, et notamment les énergies renouvelables, elles sont dispo, évidemment, mais pour les capter, pour les convertir, pour les transporter, pour les stocker, pour les utiliser, eh bien, on va consommer de plus en plus de matières premières. Il va y avoir un gigantesque besoin d'extraction de ressources pour nourrir le passage aux énergies renouvelables et l'électrification l'électrification de la mobilité, mobilité au sens large, pas forcément juste les voitures. Donc ça, c'est vraiment, quand vous lisez les rapports, ça fait un petit peu peur, parce que ça dépendra un peu des types de technologies, ça dépendra évidemment des mix énergétiques qu'on va prendre, ça dépendra éventuellement des niveaux d'exigence qu'on peut avoir, par exemple, sur les questions de stockage. Est-ce qu'on accepte à un moment de dégrader ou pas le système, et donc est-ce que je stocke en 2050 l'équivalent d'une semaine pour la moitié de ma puissance électrique, parce qu'il peut y avoir pendant une semaine pas de vent, ou est-ce que j'accepte de dégrader un peu le système et de dire, tiens, on va mettre un anorak au bout de 3 jours, et puis on livrera surtout les hôpitaux et les transports, et puis chez vous, vous chaufferez un peu moins. Donc il y a des questions qui vont se poser comme ça, mais globalement, il peut y avoir une multiplication par 5, 10, 15, 20, 30 parfois, en fonction des métaux, des besoins d'extraction annuels par rapport à aujourd'hui. C'est un truc quand même assez impressionnant. Alors, on a déjà fait des choses comme ça. Le cobalt, par exemple, qui est utilisé à la cathode de toutes les petites batteries, donc de l'électronique, de nos objets, enfin pas que, mais bon, ça sert aussi dans plein d'alliages un peu spéciaux et tout ça. Mais globalement, on est on doit être à 120 000, 130 000 tonnes, 140 000 tonnes aujourd'hui d'extraction annuelle. Il y a 25 ans, 30 ans, on était à 20 000, quoi. Donc on a multiplié par 6, littéralement, déjà, la consommation qu'on extrait. Donc on sait le faire, sauf que ça se fait avec une empreinte environnementale. Et évidemment, donc, est-ce que du coup est-ce que c'est possible? On entend souvent la question de dire, mais alors est-ce qu'on va avoir assez de lithium, de cobalt pour faire toutes les voitures du monde en électrique, par exemple? Ça, c'est une question qui est difficile parce que du coup, il y a une incertitude du côté de l'offre. On a vu que qu'est-ce que c'est qu'une réserve minière? Ça dépend. Ça dépend à quel prix on est prêt à le payer. Ça dépend quelles contraintes environnementales on est prêt à mettre à tel ou tel endroit. Mais du côté de la demande, c'est une vraie question aussi. Parce que finalement, ces voitures, c'est quoi ces voitures électriques? Est-ce que ce sont des voitures qui font 800 kg et qui ont 150 km d'autonomie de batterie? Ou est-ce que ce sont des voitures qui font 2 tonnes et qui ont 800 km d'autonomie de batterie? Et si je fais simple en disant que la voiture, elle est 3 fois plus lourde et puis qu'elle fait 5 fois plus de kilomètres, ça veut dire que j'ai, dans un cas, besoin de 15 fois plus de batterie que dans l'autre cas. Donc 15 fois plus de lithium, de cobalt, de nickel ou d'autres choses. Mais lithium, c'est dur de s'en passer. Cobalt et nickel, faut voir. Mais... Donc voilà, donc du coup, un rapport, un facteur 10, un ordre de grandeur, en fait, d'incertitude qui fait que c'est un petit peu idiot ou difficile de se projeter à 2050 là-dessus. Tiens, l'autre jour, je suis sur scène. Je prends à partie une femme dans le public, elle me dit je suis écolo. Je lui dis tu fais quoi pour l'écologie? Elle me dit je prends le train.
Bravo, madame! Quelle abnégation! Quel courage d'avoir laissé au garage votre jet privé pour faire un Paris-Melun en TER! La planète vous remercie! Mais je me suis dit, il se passe quoi dans sa tête à elle? Comment ça se fait? Il n'y a plus d'ours polaire. Pourtant, j'ai pris un Ouigo la semaine dernière. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce qui se passe. C'est les mêmes qui se disent, ah, moi, je me suis remis au sport. Hein. Ah bon, tu fais quoi? Ah, je prends plus l'ascenseur, je monte à pied. Ah, fini la petite pause au deuxième. Hein. C'est terminé. Hein. En gros, l'écologie, je veux bien admettre que le combat soit noble, hein, mais à la hauteur de la catastrophe, les solutions présentées paraissent dérisoires. Alors moi, je suis pas climato-sceptique, climato-rassuriste ou climato-fanatique. Entre Jean-Marc Jancovici ou Claude Allègre, je sais pas qui a raison. Moi, si vous voulez savoir, moi, je suis écolo-fataliste. Bah, vous aimez bien les néologismes, je me lance. Mais il y a d'autres contraintes à l'innovation, ou en tout cas aux promesses technologiques, aux promesses de sortie par le haut grâce à l'innovation technologique. J'en mentionne au moins deux. Un que j'appelle l'effet systémique, c'est-à-dire le fait que finalement, toutes choses égales par ailleurs, on a l'impression de pouvoir régler un problème, mais on va peut-être en créer un plus grand ailleurs. Alors, je ne sais pas, la Smart City, la voiture autonome. On peut dire, bah oui, la Smart City, c'est super, on va être tous producteurs, consommateurs d'énergie, on va échanger comme dans une sorte d'internet de l'énergie, optimiser nos consommations, je sais pas quoi. La voiture autonome, incroyable, puisque 10% du temps, les voitures roulent, 90%, elles sont garées, donc j'aurais besoin de moins me garer. On va tous devenir covoitureurs, partagés, etc. Bon, oui, peut-être jusqu'à un certain point. En réalité, il y a aussi un autre modèle de voiture autonome, hein, au passage, qui est plutôt le modèle des constructeurs qui n'ont pas envie de diviser par 10 leur chiffre d'affaires, ça se saurait, et qui sont plutôt sur un modèle de dire, bah non, c'est le bureau mobile, hein, donc finalement, c'est toujours pour papa et maman, mais ils habitent plus loin, mais comme ils conduisent plus, ils peuvent commencer à bosser en télétravail à 7h du matin en allant au boulot, donc c'est pas évident que la voiture autonome, elle conduise forcément à des usages plus sobres et plus partageurs, mais imaginons quand même que ça soit le cas. Bah, la question, c'est quel est le réseau télécom et numérique qu'il faut pour supporter, pour faire fonctionner cette voiture autonome ou pour faire fonctionner cette Smart City. Pour donner un ordre de grandeur, alors on ne sait pas trop en fait ce qu'il faudra effectivement transporter comme données et ce qu'il faudra stocker à des fins d'assurance, à des fins de marketing, à différentes possibilités. Toutes les datas qui vont être générées par les voitures autonomes, mais voilà, une Smart City, peut-être ça va générer quelques dizaines de gigaoctets par habitant et par jour, je sais pas. Bon, ça veut dire qu'en quelques semaines, si on était tous habitants d'une Smart City, il faut doubler le nombre de data centers qu'il y a aujourd'hui dans le monde, vous voyez, en termes de quantité de données. Donc il y a un truc qui, de toute façon, qui marche pas, alors que on sait qu'aujourd'hui que le numérique, ça émet plus d'émissions de CO2 que le transport aérien. 25 fois. Version pré-Covid, quoi. Donc c'était à peu près 1 milliard. Enfin, on estime que c'est à peu près 1 milliard de tonnes pour la partie numérique, et puis de l'ordre de 700 millions de tonnes avant la crise sanitaire. C'est aujourd'hui plutôt 500 ou un peu moins. Bon. Mais bon, voilà. Enfin, c'est massif. On sait que alors le numérique, c'est compliqué parce que c'est un millefeuille de plein de choses, et puis parfois la chaleur fatale de votre ordinateur, elle contribue à chauffer votre bâtiment. Donc, est-ce qu'il faut la compter dans le numérique ou dans le bâtiment? On ne sait pas. Et puis d'autres fois, on est dans une voiture TGV avec 25 personnes qui regardent Netflix. Et là, au contraire, il faut climatiser pour en plus éliminer la chaleur fatale. Donc là, il faudrait peut-être compter double l'impact du numérique. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on est quand même dans cette logique de dire, enfin, attention, parce que on a plutôt eu tendance récemment à empiler les choses. Voilà, et c'est pas du tout certain que ça réduise la facture. Et ce qui laisse dire que ce sera au contraire à peu près certain que la facture va continuer à augmenter, c'est un autre effet qui est l'effet rebond. Alors ça, c'était quelque chose qui avait été montré assez bien par Stanley Jevons, cet économiste au 19e siècle, là, dans les années 1860, quand le Royaume-Uni fournissait la moitié du charbon mondial et qu'il y avait déjà des voix qui s'élevaient pour dire est-ce qu'on va tomber en panne de charbon, et est-ce qu'il ne faudrait pas garder le charbon pour l'industrie anglaise du 20e siècle. Bon, voilà. Et donc les fabricants de machines à vapeur, finalement, faisaient des progrès technologiques, on consommait de moins en moins de charbon, tout va bien. Donc chaque machine produisait la même quantité de travail avec moins de charbon, donc on aurait pu en déduire qu'on allait consommer moins de charbon, voilà, c'est plus efficace. Et donc Jevons, il a eu cette fulgurance évidemment de dire mais non, ça marche pas comme ça, parce que si les machines consomment moins,
et bien en fait, le travail mécanique va être de moins en moins cher. On va pouvoir l'installer dans de plus en plus d'endroits, dans plus de manufactures, dans plus d'industries. Donc chaque machine consommera moins, mais il y aura beaucoup plus de machines. Et donc au global, la facture environnementale va augmenter. Évidemment, cet effet rebond, on le constate partout. C'est toute la trajectoire technologique de l'humanité. Ça marche dans les voitures. On disait tout à l'heure, des voitures, on a des grosses voitures aujourd'hui. Les moteurs n'ont jamais été aussi efficaces, mais les voitures sont plus lourdes, sont plus performantes. Ça marche dans la rénovation thermique. Quand vous isolez des passoires thermiques, vous n'avez pas forcément les gains qu'espéraient les thermiciens. C'est un peu moins. D'abord, les gens vont d'abord avoir un peu moins froid. Et puis dans le numérique, ça prend les proportions qu'on connaît. Puisque évidemment, déplacer un octet sur la 5G, c'est beaucoup plus efficace que sur la 4G et la 3G, indéniablement. Sauf qu'il va y avoir beaucoup plus d'octets qui vont être dépensés pour nous envoyer des vidéos en 8K, alors qu'on a déjà dépassé les capacités de l'œil humain en termes de nombre de couleurs, de nombre de pixels et de nombre d'images par seconde. Mais c'est pas grave, c'est quand même sympa la 8K. Voilà. Et donc ça va permettre un peu d'effet rebond. Donc voilà, du coup, ressources, effet système, effet rebond fait qu'on est un peu rattrapé par la patrouille et que, de mon point de vue, effectivement, il faut faire très attention quand on manie des promesses sur l'innovation technologique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas d'innovation technologique ou que c'est mal et qu'il y aurait des bonnes technos, des mauvaises technos, genre la charrette à bras et je sais pas quoi. Et puis non, je pense qu'il faut faire preuve de ce que j'appelle le techno-discernement ou de discernement technologique. Moi, je suis assez content qu'il y ait le robot assistant chirurgien, la radio numérique chez le dentiste, je sais pas quoi. Par contre, le distributeur de croquettes pour chat connecté avec reconnaissance faciale pour nourrir que son chat, parce que sinon les autres chats du quartier viennent aussi dans le même distributeur de croquettes. Celui-là, il a peut-être une utilité sociétale qui est moins grande, donc ça pose cette question d'utilité. Écolo fataliste, c'est-à-dire que pour moi, c'est mort. Le système actuel, il est basé sur la croissance. Pour avoir une écologie viable, il faut viser la décroissance. Les États n'en voudront pas, les entreprises non plus, et les peuples n'accepteront jamais de revenir à la bougie. Donc c'est mort. Parce qu'on a beau parler, la seule solution qu'on a trouvée pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'allumer la clim. Merci à vous de m'avoir écouté et énorme soutien aux agriculteurs. Évidemment. Sauf que je vous conseille d'aller bloquer l'avenue Montaigne, ce sera plus efficace. Ça sera effectivement plus efficace. Merci On vous retrouve en beaucoup. spectacle tous les vendredis samedis au théâtre Le République et en tournée évidemment dans toute la France. Merci.